L'indicateur RSI, Relative Strength Index. Salut à toi, c'est Socrate de la chaîne Traders Cake, et dans cette vidéo du jour, je vais t'apprendre à installer le RSI, je vais t'expliquer comment il fonctionne et comment l'analyser, et si t'as pas encore liké la vidéo, et que tu t'es pas encore abonné, ben va le faire tout de suite. C'est le meilleur moyen de pas rater les prochains tutos que je vais te proposer. Alors je te dis à tout de suite, après cette brève introduction. Tout d'abord, merci à ceux qui se sont abonnés, qui ont liké les vidéos et qui participent au démarrage de cette chaîne. Alors, on n'est pas encore très nombreux, mais les stats avancent pas mal. Alors, si vous l'avez pas remarqué encore, j'ai raccourci l'introduction parce que je la trouvais un peu longuette, et je viens de changer de micro. Donc j'espère que tout ça, ça va vous plaire. Et on continue par le sujet principal de cette vidéo, l'installation et la compréhension du RSI. Nous sommes sur la charte du Bitcoin dollar, donc le BTC USD de Bitstamp, et on va commencer par installer le RSI. Alors, vous allez vous rendre en haut de votre écran, sur un onglet qui s'appelle Indicateur, et vous faites un petit clic gauche dessus. Alors moi je vous invite à utiliser mon RSI parce que la lecture en est facilitée, donc ça reste le même code de base que le RSI standard. Néanmoins, j'ai ajouté quelques petits paramètres visuels pour en faciliter la lecture. Donc vous tapez RSI et vous mettez un petit espace et vous écrivez simplement Socrate. Voilà. Et c'est pas le premier, c'est le second qui s'appelle RSI Money Flow Index et Anormal Relative Volume. Donc vous cochez la petite étoile et vous faites un clic gauche sur l'indicateur. Alors vous n'hésiterez pas à cliquer également sur la petite page qui se trouve ici à droite, qui va vous ouvrir en fait la page de présentation de mon indicateur, et ça va en fait vous aider pour les deux autres paramètres que donne cet indicateur, à savoir les volumes anormaux relatifs et le Money Flow Index. Alors pour la vidéo du jour, on va pas regarder ça, et je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite comment le désactiver. Donc voilà que le RSI se présente sur votre graphique. Vous allez aller en bas dans le petit panneau et vous allez cliquer sur configuration et vous allez ici désactiver dans paramètres en entrée le show MFI. Donc ça on va l'enlever, voilà, et on va aller dans style et on va désactiver le volume breakout ici, ok. Comme ça on a juste le RSI et ça fera tout à fait le taf pour la vidéo du jour. Petite parenthèse historique, le RSI a été créé en 1978 par notre ami Wallace Wilder et en fait sert comme indicateur avancé technique à repérer la puissance d'un mouvement. Donc nous indiquer si le momentum est en force ou en baisse et nous indiquer si la situation exprime du surachat ou de la survente. Alors on parle d'un oscillateur, pourquoi ? Parce que le RSI va vous donner des valeurs qui se situent entre deux bornes figées qui sont 0 et 100. Alors la première chose qu'on va faire, c'est placer correctement notre RSI dans son panneau. Alors pour ça, vous allez prendre l'outil croix qui est en haut à gauche de votre écran et vous allez tout simplement cliquer gauche dans la fenêtre et positionner de manière convenable votre RSI. Donc vous mettez le 100 en haut, le 0 en bas, puisqu'on l'a vu, ce sont les bornes de notre oscillateur. Maintenant, je vais vous parler de la médiane du RSI. La médiane, c'est cette ligne jaune que j'ai représentée sur mon indicateur au niveau des 50. Alors pourquoi cette médiane est très importante ? Parce que tout simplement, tout ce qui se trouve au-dessus représente la tendance haussière qu'on va appeler bullish, et tout ce qui se retrouve en dessous va représenter la tendance baissière qu'on va appeler la tendance bearish. Donc bull et bear qui viennent du taureau et de l'ours, pardon, pour indiquer en fait le taureau va représenter la force haussière parce que le taureau attaque vers le haut
Et l'ours a tendance, quand il attaque, à griffer du haut vers le bas, donc on va utiliser le terme de bear pour désigner une tendance baissière. Donc ça, c'est la petite anecdote. Alors, comme je l'ai dit, tout ce qui est au-dessus de la médiane 50 nous donne des informations sur la tendance dominante bullish. Tout ce qui est en dessous de la médiane va nous donner des informations sur la force de tendance bearish, ok? Donc baissière. Alors, comment lire maintenant ce RSI? Eh bien, tout simplement, ce qui va se passer au-dessus, donc toute forme de croissance au-dessus de la médiane, va nous indiquer un renforcement du momentum haussier, donc bullish. Tout ce qui va être croissant en dessous de la médiane va nous donner une indication sur le renforcement de la tendance baissière, donc du momentum. C'est pour ça qu'on parle de momentum, parce que c'est une force. Ok? N'oubliez pas que le RSI, c'est Relative Strength Index, donc c'est force de relative, index de force relative, tout simplement. Hein. Donc là, on l'a vu, qu'est-ce qui se passe sur le cours, en fait, quand par exemple vous avez une tendance haussière, une force de tendance haussière qui est croissante, et bien vous avez en fait une accélération de la tendance. Alors, à noter, je vais enlever les dessins et je vais vous montrer une petite particularité. Vous avez en réalité deux zones en fait. Vous avez la zone ici et la zone ici. Alors sachez que la zone la plus à l'extrémité a un nom particulier. En cas de tendance bullish, on parle de surachat. Pourquoi on parle de surachat? Parce qu'on estime qu'il y a justement une forme d'euphorie ou de forte tendance, de hype qui se met en place et qu'on estime que les acteurs du marché, en fait les opérateurs, sont dans une phase de surachat. Du côté bearish, nous avons exactement la même chose. Vous avez la zone numéro 1 et la zone numéro 2, donc qui se situe en dessous du niveau 30, 70 pour le côté bullish. Et cette zone-là, pareil, elle a un nom particulier, c'est ce qu'on appelle la zone de survente. Alors comme son nom l'indique, on estime du coup qu'il y a un emballement du côté des opérateurs qui conduit à ce qu'on appelle une survente. Alors petite précision, ne pas prendre ces dénominations pour des conseils, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est en zone de surachat qu'il faut clôturer votre position. Ne faites pas ça. C'est des grosses conneries. Pareil pour la survente ou le surachat, ne prenez pas le nom de cette zone comme une consigne. C'est pas parce que vous êtes en survente qu'il faut acheter, c'est pas parce que vous êtes en surachat qu'il faut vendre. Non. Il faut tout simplement comprendre que la tendance est bullish dans la zone 1, mais en fait quand elle est dans la zone de surachat, elle l'est encore plus. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Idem pour en bas. On est dans une tendance, on va dire, normale, et quand on arrive dans la zone de survente, on est dans une tendance moins en gros, c'est-à-dire 2 fois moins, encore plus puissante. N'oubliez pas que c'est une force relative. Alors, l'autre chose à prendre en compte, c'est pas seulement le niveau auquel le RSI marque des arrêts, mais la longueur de l'arête. Donc là, vous voyez par exemple ici, vous avez une arête. Donc l'inclinaison de l'arête peut vous en dire également beaucoup sur la volatilité ou la brutalité des changements. Là, vous voyez que vous avez une arête qui est relativement raide et brutale et qui traverse carrément la médiane sans y rebondir, comme vous le voyez par exemple ici. Et ben du coup, vous voyez sur le prix, ça s'est répercuté de façon relativement violente. Ok? Alors je vais supprimer mes dessins, encore une fois, et je vais vous parler de ce qui se passe quand le prix arrive sur la médiane. Alors vous voyez que quand de temps en temps, le prix arrive sur la médiane, vous avez ce qu'on appelle une inversion de tendance. Donc on passe rapidement en tendance bearish, et puis on revient dans une force de tendance légère hein, et faible, mais qui redevient bullish. Donc qu'est-ce que vous voyez sur le cours? Un rebond technique. Donc il faut bien surveiller ce que fait le RSI quand il passe dans ces zones-là, pour voir s'il reprend vraiment une tendance, ou si tout simplement c'est un fake, et qu'il reste en tendance bearish. Donc ça c'est la médiane très importante à surveiller. Très importante. On va aborder maintenant les divergences. Alors les divergences, c'est une particularité qu'on retrouve sur les oscillateurs de momentum, c'est qu'on est capable, entre guillemets, de prédire ce qui peut potentiellement se passer.
avec l'aide des divergences. Alors moi je vous recommande tout de même d'être très prudent avec ces divergences parce qu'elles peuvent durer longtemps. Alors une divergence c'est quoi? Pour comprendre le principe d'une divergence, il faut revenir à ce qu'on appelle les plus hauts et les plus bas, donc les sommets et les creux. Ici par exemple nous avons un sommet, ici un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet. Alors une divergence c'est quoi? C'est tout simplement quand vous avez une différence dans le comportement des sommets et des creux entre le cours de l'actif et la ligne en fait de votre RSI ou de votre autre oscillateur, parce qu'il existe d'autres oscillateurs. Donc je m'explique, ici on a un sommet plus haut et ici un sommet encore plus haut. Sur le RSI au même niveau, on a un sommet plus haut ici et on a pour ce sommet là un sommet plus bas. Et ici, où on est censé être encore plus haut, on est encore plus bas. Donc c'est ce qu'on appelle en fait une divergence. Et là, vous voyez qu'on a une divergence. Alors maintenant, je vais vous expliquer les différents types de divergences qu'il existe. Alors dans une tendance de fond baissière, on va se focaliser sur la partie gauche de l'image que je suis en train de vous montrer. Dans le cadre d'une tendance de fond baissière, avoir une divergence va nous permettre d'anticiper un rebond, donc un retournement de tendance. En gros, une divergence va donner un signal de changement de tendance. Alors, de fond ou pas, ça dépend de la time frame que vous regardez. Plus votre time frame est importante, plus la probabilité effectivement de changer la tendance de fond est importante. Donc je repasse sur notre tendance de fond baissière. On a un prix qui nous fait ça en gros. Donc il nous fait des sommets plus bas et des creux plus bas. Jusqu'à là, vous me suivez. Dans le cadre d'une recherche de divergence dans une tendance de fond, on va se concentrer sur les creux. On oublie les sommets. Donc là, le cours nous fait des creux de plus en plus bas. On va regarder ce que le RSI nous fait. Le RSI nous fait des creux de plus en plus bas. Et arrivé au dernier creux, on voit que le creux est plus haut. Donc dans le cadre d'une tendance de fond baissière, on observe les creux, que ce soit sur le RSI ou sur le cours, et on va chercher à identifier une incohérence entre les creux sur le cours et les creux sur le RSI. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une divergence haussière, parce qu'elle nous indique qu'on va obtenir un rebond, en fait, puisqu'on sort d'une tendance baissière, on va peut-être passer dans une tendance haussière. La cachée, c'est la même chose, sauf que, au lieu d'avoir cette inversion qui se fait au niveau du RSI, le plus bas, en fait, toujours plus bas sur le cours, et ben ça va être un plus haut du creux sur le cours et un plus bas sur le RSI. Mais ça envoie le même signal. Alors moi je me méfie un peu des divergences cachées, je préfère les divergences classiques. Si maintenant on prend en compte une tendance de fond haussière, donc on a des sommets qui sont toujours plus hauts, donc on prend en compte les sommets dans une tendance de fond haussière, et on a un RSI qui nous fait la même chose, sommet plus haut, et puis d'un coup sommet plus bas. Donc on prend les sommets en compte, comme pour le cours, mais on voit une incohérence entre les derniers sommets du cours et les derniers sommets du RSI. On a ce qu'on appelle une divergence baissière. Alors encore une fois, cela nous indique un changement de tendance. Alors ça peut être du court terme ou du long terme, comme je vous l'ai expliqué plus haut. Dans le cadre de la divergence baissière cachée, c'est tout simplement l'inverse. On a le cours qui nous fait ça, et on a le RSI qui nous fait ça. Donc plus haut, plus bas. On a le RSI qui nous fait plus haut, plus haut, plus haut. Là, on est dans ce qu'on appelle les divergences cachées. Ok? Mais ça nous donne le même signal, encore une fois. Encore une fois, faites attention aux divergences cachées, elles sont dangereuses. Alors, est-ce qu'une divergence, ça se trade? Non, ça ne se trade pas une divergence. Pourquoi? Parce qu'elle peut continuer très longtemps. Je m'explique. Le cours peut faire ça, et puis il peut continuer à faire ça encore pendant longtemps. Et le RSI peut continuer à faire ceci
pendant encore longtemps. Donc vous ne prenez pas une position parce que vous voyez une divergence. La divergence vous donne une information. Et puis en fait, c'est la convergence entre les signaux que vous aurez sur votre RSI et sur votre divergence qui va vous donner avec d'autres indicateurs, les moyennes mobiles, les supports, les résistances. C'est la convergence en fait de tous ces signaux qui va vous faire déclencher votre stratégie ou non. Mais pas juste uniquement un signal RSI ou une divergence. On est d'accord là-dessus. On va maintenant voir un cas d'usage. On va analyser une courbe de RSI pour voir si on arrive à trouver en daily, par exemple, sur Bitcoin, quelques exemples de divergence. Ok ? Pour trouver des divergences et pour vous montrer un exemple, on va s'intéresser à une zone du graphique. Donc, on va prendre celle-ci, par exemple. On voit qu'on est sur une tendance de fond haussière. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure dans nos leçons sur les divergences? C'est qu'il faut prendre, dans le cadre d'une tendance de fond haussière, il faut prendre les sommets. Donc, les sommets, les voici. Qu'est-ce qu'on a comme sommet? On a des sommets toujours plus hauts. Au niveau du RSI, qu'est-ce que ça nous donne? Plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Plus haut par rapport à celui-ci, bien entendu. Hein. Ici, plus haut, plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une anomalie. Donc, si je trace mon trait pour symboliser en gros la croissance des sommets, et que je trace sur le RSI, on voit qu'on a une divergence baissière. Puisqu'on est dans une tendance de fond haussière, on ne peut avoir qu'une divergence baissière. Qu'est-ce qui se passe effectivement derrière? Notre prix plonge. Donc là, vous avez identifié une divergence baissière dans une tendance de fond haussière. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si, au premier signal de la divergence, ici, vous aviez coupé vos positions? Eh ben, vous auriez raté, en fait, cette dernière hausse finale. Donc c'est pour ça que je vous dis, attendez toujours plusieurs signaux avant de parier, en fait, sur une fin de tendance. Il faut vraiment attendre des convergences avec d'autres indicateurs. La divergence en elle-même ne se suffit pas. Prenons maintenant une autre zone, donc la baisse qu'on a ici. Donc là, on a une tendance de fond baissière. Donc ce qu'on va rechercher, c'est les divergences haussières. Alors qu'est-ce qu'on prend en compte dans une tendance de fond baissière? On prend les creux. Donc là, on a un creux, deux creux, trois creux. Qu'est-ce que ça nous donne? Sur le RSI, un creux, deuxième creux plus bas, troisième creux plus haut. Donc encore une fois, si je trace maintenant ma divergence par rapport au moment où elle se matérialise, on a ça, et on a ça ici. Donc on a ce qu'on appelle une divergence haussière. Donc si on regarde un peu ce qui se passe une fois qu'on a matérialisé la divergence, eh ben on a une reprise de tendance haussière. Vous voyez? Et là je suis en journalier. Et les divergences les plus puissantes sont celles que vous observez en semaine, voire en mensuel. Un journalier, c'est déjà des divergences relativement puissantes. Donc c'est un bon indicateur, c'est un bon outil, c'est une bonne manière d'identifier des retournements de tendance. Par contre, comme on l'a vu plus tôt, ne soyez pas trop impulsif, ne soyez pas trop spontané ou ne réagissez pas immédiatement à la moindre apparition. Alors pour valider une divergence, il faut évidemment que la clôture se fasse sur le RSI. C'est-à-dire au moment où le RSI se matérialise, par exemple ici, on n'a pas encore une divergence. Il faut attendre que le RSI nous mette, en fait, nous finalise en fait le point. Parce que le RSI, en fait, il est dynamique. Donc c'était pour ce chapitre, cet épisode sur le RSI et les divergences. Maintenant vous savez comment lire votre RSI, comment identifier des divergences. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucun des prochains tutos. C'était Socrate pour la chaîne Trader's Cake et je vous dis ciao!